Et bonjour! Alors, bienvenue dans un tout nouveau vlog livresque. En ce dimanche presque hivernal. On n'est pas au point de congélation, mais ça se ressent un petit peu, donc ça fait du bien. Moi, j'aime bien ça. Donc, de retour de la course post-douche, d'où le style capillaire, mais vous êtes rendu habitué pour le début de vlog. Alors, je voulais vous mettre en contexte, c'est-à-dire que, premièrement, j'ai une lecture en cours et un livre déjà lu. Hein, ça commence bien. Je suis un petit peu tard pour le début, mais voilà. Alors, ma lecture en cours, c'est j'avais le goût. En fait, c'est suivant quel vlog que j'ai écouté. Ah non, même pas. C'est souvent quand j'ai écouté La Grande Librairie d'il y a 2 semaines, je pense. Donc, l'émission littéraire qui était tous les mercredis, là, qui est diffusée en Europe, mais que moi, j'écoute en podcast par après. Il y avait, entre autres, des invités et il y avait Olivier Norek qui était là pour Les Guerriers de l'hiver. Olivier Norek qui est connu pour ses thrillers glaçants et crus. Mais là, cette fois-ci, cette année, à la grande surprise de tout le monde, il a décidé de se lancer dans un roman qui est plus historique et qui est entre autres en lice pour le Goncourt et le Renaudot. Donc, j'étais curieuse. J'ai jamais lu d'Olivier Norek parce que sa plume ne semblait pas vraiment. J'en ai pas avoir beaucoup d'affinité avec sa plume. C'est comme peut-être trop cru et tout. Mais là, il se lançait dans le roman historique et dans un aspect de potentiellement la Seconde Guerre mondiale qu'on connaît un peu moins. Donc, je trouvais ça super intéressant. Alors, avec Les Guerriers de l'hiver, donc je suis en train de lire Les Guerriers de l'hiver d'Olivier Norek, en fait, d'écouter Les Guerriers de l'hiver d'Olivier Norek. Et c'est. Ah ben, je vais lire le quatrième de couverture. Ben, le petit résumé ici qui n'est pas très gros, mais je vais lire le petit résumé pour vous mettre un peu en contexte. La veille de Noël 1939, l'Union soviétique tente d'envahir la Finlande. Alors que les Russes s'attendaient à une guerre de quelques jours, les Finlandais se révèlent être des adversaires redoutables, aidés par une nature inhospitalière et un climat pouvant atteindre des températures négatives extrêmes. Voilà la prémisse. Et dans le fond, pendant tout ce roman-là, on va suivre cette fameuse tentative ben, ouais, en fait, c'est un envahissement par la Russie de la Finlande. C'est pas sans rappeler l'actualité, n'est-ce pas? On s'entend que, surtout que là, c'est particulier. Ça ressemble pas mal à. Je ne sais pas comment ça a commencé la guerre en Ukraine, mais ça nous donne un peu. Un petit peu une vision des coulisses de comment une guerre peut démarrer des fois. Et dans ce cas-ci, la prémisse est que ça serait potentiellement la Russie qui aurait poussé pour qu'elle se passe en faisant une attaque sur ses propres terrains, mais en faisant comme si ça venait de la Finlande pour que ça provoque potentiellement une guerre et qu'ils puissent après ça envahir en toute légitimité la Finlande. Ça vous rappelle quelque chose? Alors, écoutez, c'est prenant, c'est comme n'importe quel roman historique, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment un roman historique, je dirais, on a des personnages qui sont bien installés pour qu'on puisse quand même avoir un certain attachement, en fait, peut-être pour que les choses, ça nous prenne encore plus à cœur, parce que justement, ça ne sera pas juste un ensemble de faits ou un ensemble de personnes un peu inconnues. Évidemment, Aline mise sur le fait qu'on va apprendre à connaître mieux certains des personnages, dont le fameux Simo, qui est un peu le héros de tout ça, parce que c'est un jeune fermier qui est très bon en tir et qui va éventuellement, ce qu'on comprend, devenir un des snipers les plus efficaces dans la guerre avec, en fait, dans la résistance de la Finlande. Mais comme je connais pas cette histoire-là encore, je vais pas non plus, je vais voir. Là, je vous en parle maintenant, mais je vais peut-être pas beaucoup vous parler de la suite. Ça reste un roman historique, donc, comme disait Olivier Norek dans son émission, dans son passage à la Grande Librairie, il pensait que tout le monde connaissait la fin, donc il se disait ça va être moins compliqué, j'aurais pas besoin de me faire attention pour pas divulgacher. Mais en fait, c'est un épisode peu connu, en fait, de l'histoire, donc je trouvais ça intéressant aussi. Puis c'est vrai que là, s'il y a des choses qui s'en viennent, puis qui font en sorte que ceux qui n'ont jamais connu ce fait historique-là, et j'en suis, ben, je vais essayer de ne pas vous le dire tout de suite pour que ça vous laisse quand même un petit peu peut-être la surprise, puis en fait pour que vous puissiez satisfaire votre curiosité en lisant le livre. Donc jusqu'à maintenant, je l'écoute en audio, ça se passe très bien, le narrateur est vraiment excellent. Puis là, ben, c'est pas une traduction, c'est une écriture française dès le départ. C'est quand même assez rude. C'est pas un roman historique de guerre qui fait dans la romance, absolument pas. Donc moi, ça me va bien. C'est pas quelque chose nécessairement dont j'ai besoin. C'est sûr que c'est jusqu'à maintenant la guerre dans toute sa laideur et de l'humain dans tout ce qui est le plus sombre. Et jusqu'à maintenant, on voit quand même un peu les deux côtés de la médaille. Donc autant, bon, le côté russe, là, le côté russe stratégique, donc les gens qui sont à ce moment de Staline au pouvoir, mais aussi le côté russe terrain, qui sont
des soldats russes qui sont aussi peu entraînés peut-être que les Finlandais qui sont en phase 2, puis qui ne comprennent pas nécessairement pourquoi il faut détester les Finlandais. Mais aussi les ravages que la guerre peut faire sur quelqu'un. Donc, on parle ici d'une guerre qui a duré dans mon souvenir, c'est 100 jours, là, je ne sais pas, là, mais en tout cas, c'était une durée limitée, mais il y a eu tellement de défenses à faire des deux côtés, puis de massacres qui se sont passés des deux côtés, que je pense pas que ça va avoir laissé les gens qui étaient impliqués dans ce conflit-là indemnes. Puis ceux qui ont survécu, bien sûr, ceux qui ont survécu, ben, vont sans doute avoir à vivre avec des terribles mémoires, des terribles souvenirs, excusez-moi. Pourtant, je le lis en français. Bref, c'est ça. Donc, on voit un peu l'impact, on voit un peu se pointer le syndrome du stress post-traumatique qu'on connaissait pas nécessairement, qu'on n'identifiait pas nécessairement à l'époque. Donc, jusqu'à maintenant, c'est super bien fait. Je le savais parce que j'ai entendu parler, mais Olivier Norek, c'est un ancien policier qui a décidé de se lancer dans l'écriture de romans policiers, de thriller plutôt. Là, il se lance dans le roman historique. Donc, ce qu'il disait justement dans sa fameuse émission-là de la Grande Librairie, je vais arrêter de la citer, mais c'est parce que je l'ai bien écouté et tout, c'est que c'est quand même quelqu'un qui a besoin d'être sur le terrain pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est un peu son passé qui le rattrape. Donc, il ne se sent pas nécessairement capable de faire de la fiction-fiction. Donc, d'écrire de la fiction dans un contexte qu'il ne connaît pas du tout, qu'il ne comprend pas du tout. Ce qui fait que pour écrire ça, il est allé un peu recréer ces journées-là. Donc, je pense que c'est 100 jours de guerre. Donc, qui est allé en Finlande dans les pas mal plus grands froids, qui étaient moins froids qu'à l'époque, mais quand même, pour essayer de voir comment on se sent quand on est dans la forêt, puis qu'on est dans cette espèce de climat qui est pas accueillant, pour lequel on est toujours en mode survie, mais qu'en plus on est en mode survie à cause de la guerre. Donc, il a fait ça pour essayer de mieux comprendre. Donc, voilà, ça vous donne un petit peu une idée de la démarche. Donc, je suis là-dedans jusqu'à maintenant, ça me plaît bien. Et sinon, j'ai lu ce matin, et là je m'excuse, mais j'ai juste un bras parce que j'ai mon chat ici qui est sur moi, vous ne le voyez pas, mais vous l'avez vu tantôt. J'ai lu ce matin un autre livre de ma fameuse pièce à lire pour le challenge Spooky Fair d'Alex Bouquin Prada. Et si vous le cherchez sur son compte, c'est un challenge qui est exclusif au Patreon. Donc, je vous mettrai le lien encore vers le Patreon d'Alex Bouquin Prada si jamais vous voulez la soutenir. C'est vraiment cool jusqu'à maintenant. Donc, voici, c'est Bera the One-Headed Troll. Et c'est par Eric Archer, c'est chez First Second. Ce que ça dit, ce que c'est en fait, c'est que c'est une... C'est inspiré des Norse Fairy Tales et les illustrations sont inspirées d'Arthur Rackham et de Maurice Sendak. Donc, il a pris dans le fond le personnage de troll pour créer cette histoire-là. Et on va trouver Bera, qui est un troll qui a juste une tête, puisque les trolls dans son royaume, ils ont plus qu'une tête. Donc, lui, elle, c'était comme une espèce de troll un peu particulier. Et elle a un rôle elle est responsable de faire pousser les citrouilles pour le roi. Donc, elle est toute seule sur une île, puis sa job, c'est ça, faire pousser les citrouilles. Elle aime bien ça. Et un matin, elle va entendre un bruit terrible, un grand cri. Puis elle va se retrouver, puis elle va voir qu'il y a les sirènes, qui sont pas les sirènes, c'est pas gentil, hein. C'est plus comme les sirènes dans Harry Potter, là, celles qui crient, puis sont vraiment méchantes. C'est pas des sirènes Disney, là. Sont en train de jouer avec le contenu d'un chaudron qui est sur l'eau. Et c'est un bébé humain. Donc là, ni une ni deux, Bera va décider d'aller sauver le bébé parce qu'elle se dit, je sais pas trop pourquoi un bébé humain est là, mais je vois pas pourquoi on serait obligé de le sacrifier et tout. Et aussitôt qu'elle l'a sauvé, elle se fait attaquer par la sorcière Coot qui arrive, qui débarque, puis qui dit « T'as piqué mon bébé, je voulais le faire cuire, puis justement pour me faire une espèce de magie qui va faire que je vais revenir dans les bonnes grâces du roi. » etc. Donc, vous voyez un peu le principe, c'est assez typique, justement, de la mythologie. Donc, mise en contexte, éléments perturbateurs. Puis là, Bera, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va dire, je vais essayer de retourner le bébé à son village parce que je ne veux pas le laisser à la merci de cette sorcière-là qui veut essayer de le faire cuire. Évidemment, quand elle arrive, la sorcière, je vous ai dit ça, mais en fait, elle réalise. Elle sait que potentiellement le bébé est là, mais elle n'a pas réussi à le trouver parce que Bera l'a caché discrètement. Et elle va ensuite, Bera, partir avec son meilleur ami, le hibou, qui est vraiment cute d'ailleurs, en quête pour essayer de retrouver le fameux village. Et elle va essayer de se faire aider par 3 différents héros, héroïnes d'histoires qu'elle a lues, elle, de son enfance, et qui habitent encore sur l'île des Trolls, dans le pays des Trolls. Puis elle va se rendre compte que c'est pas nécessairement, quand on lit une histoire, si c'est une légende, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que les gens sont toujours aussi héroïques que qu'est-ce qu'on pense? Et finalement, elle va, au bout du compte,
en venir à devenir un peu la propre héroïne de cette quête-là. Et ben, je vous dirai pas la fin. Mais c'est vraiment chouette. J'ai aucune idée si ça a été traduit, en fait. Je verrai là si je le trouve. Si vous voyez une couverture apparaître, c'est parce que ça a été traduit, mais sinon, c'est en anglais, mais c'est vraiment pas compliqué à lire. J'ai beaucoup aimé ça. J'étais pas sûre pour les dessins. C'est plus Maurice Sendak, je trouve, que Arthur Rackham. Là. Arthur Rackham, je sais pas où l'inspiration s'est placée, mais je trouve que ça ressemble surtout ça, là, ça ressemble vraiment peut-être à Maurice Sendak, là, pour le Maximonstre. Max et le Maximonstre. C'est un truc qui est un peu... c'est sombre et un peu épeurant, grinçant. Ça fait tout à fait, vraiment intéressant. Mais je retrouve. Mais peut-être le Arthur Rackham. Ouais, le Arthur Rackham qui est pas. Moi, je l'ai plus connu dans les Pays des Merveilles, mais le Arthur Rackham dans ses créatures un peu plus fantastiques, je pense qu'il a fait justement des dessins qui ressemblaient comme à justement des trolls ou des choses comme ça qui sont un petit peu plus grinçants, un peu plus épeurants. C'est peut-être cette partie-là d'Arthur Rackham de son œuvre auquel il faisait référence. Mais bref, j'ai beaucoup aimé ça. C'est sûr que c'est quand même une BD qui se dessine à la jeunesse, donc l'intrigue est assez simple. Je ne sais pas, été un coup de cœur, mais j'ai beaucoup aimé ça. C'est une bonne lecture. L'intrigue est simple, est assez typique, mais comme on sait que c'est bien dit à l'arrière que ça s'inspire d'un folklore, ben c'est sûr que ça a une structure un peu de conte. Donc, c'est pas non plus. Dans un conte, on ne réinvente pas non plus la roue. Les personnages sont un petit peu plus découverts en surface. On va rencontrer différents personnages en surface, bien entendu. Le personnage qu'on connaît un peu le mieux, qu'on apprend le mieux à connaître, c'est vraiment les personnages principaux. Mais ça, je ne m'attendais pas à autre chose de ça, mais ça reste quand même que ça vise, je pense, un public jeunesse. Bon, en même temps, un public jeunesse qui n'est pas super impressionné qui n'est pas trop impressionnable, en fait, par cette espèce de sombre univers-là, mais quand même. Donc, sympathique. Si vous voulez essayer d'en lire un en anglais, je pense que c'est une bonne piste. En plus, c'est très. Ça fit avec l'Halloween dans le sens où c'est Béra qui fait pousser des citrouilles, puis il est dans un monde où est-ce que il y a vraiment des menaces, puis il essaie de sauver un bébé humain, puis là, il y a des sorcières, puis il y a une quête. Et ça fait vraiment, vraiment dans l'ambiance en ce moment. Donc, si vous voulez l'essayer, Béra The One-Headed Troll par Eric Archer. Alors voilà, donc sans plus tarder, après ce savoureux long segment, je suis un peu une habitude, on va se poursuivre ça, ce petit vlog-là. Allez! Mardi, je suis sur ma pause midi et j'ai passé la moitié de L'Humain de la forêt. Hier, à part dans le train, j'ai pas beaucoup lu, j'ai peut-être lu un quart d'heure à la maison après. Parce que le soir, on a commencé une nouvelle série avec mon mari. Enfin, on l'a commencé hier, mais on l'a continué du coup, enfin avant-hier, on l'a continué hier. Il nous reste un épisode, c'est la série Un couple parfait avec Nicole Kidman, qui est assez chouette. Rien d'extraordinaire, mais j'aime bien. Et bonsoir, alors je vous prends à la fin d'une journée de milieu de semaine qui s'est pas passée tout à fait comme prévu, mais vous n'avez pas besoin de savoir ça. Parce que je voulais prendre le temps de venir vous parler d'un livre que j'ai lu hier, puis j'ai pas envie de le faire n'importe comment, puis j'espère que je vais le faire correct, mais sachez que je l'ai fait au mieux de ma connaissance, puis je vais vous parler de mon expérience de lecture plus particulièrement, donc pas nécessairement du contenu du livre, vous allez comprendre pourquoi. C'est pas vrai, je vais parler du contenu du livre, mais je ne peux pas vraiment en faire une critique, parce que je pense pas que c'est un livre qui se critique, c'est un livre qui se reçoit. Donc, voilà. Alors, c'est le fameux, et bien tardivement, je le sais, c'est le Québec qui est né dans mon pays. Carnet de rencontre d'Annie Cooney à Kiuna d'Emmanuel Dufour. C'est publié chez Éco-Société. Et ça a été publié en 2021, je pense. Ça fait longtemps. Je me souviens de l'avoir acheté lorsque c'est paru. Parce que je trouvais que c'est super intéressant. C'est un genre de docu-BD. Je vais voir si c'est ça. Ouais, 2021. Au début 2021. Il ne faut pas oublier qu'il y avait les démarches en lien avec la vérité et la réconciliation. Donc, c'est le Québec qui est né dans mon pays. C'est un carnet de rencontre, comme ça le dit. C'est aussi un travail, un doctorat de recherche qui a été fait par Emmanuel Dufour, qui
une Québécoise qui, je vais vous lire la quatrième de couverture, je pense, parce que je ne veux pas mettre des mots dans sa bouche qui ne sont pas les siens. Je ne sais pas si je parle même du début. Oui, je vais vous lire la quatrième de couverture, c'est un petit peu longue, mais je pense que ça vaut la peine de vraiment vous mettre en contexte. Alors, c'est parti. La vérité, c'est que je suis québécoise, que ma famille habite leur territoire traditionnel depuis plus de 200 ans et pourtant, je ne connais pratiquement rien d'eux et je n'en connais aucun. La vérité, c'est que j'ai honte de moi, honte de nous. C'est au contact des Maoris de la Nouvelle-Zélande qu'Emmanuelle Dufour réalise l'ampleur de son ignorance à l'égard des premiers peuples du Québec. À son retour, elle entreprend un long cheminement pour aller à la rencontre des réalités autochtones et entamer un dialogue plus que jamais nécessaire. Que révèle le silence sur les pensionnats autochtones dans les manuels d'histoire et les clichés sur les Indiens dans la culture populaire? Comment a été vécue la crise d'Oka par les Autochtones? Racontée à partir de sa propre expérience, mais aussi celle de nombreux Autochtones et Allochtones, cette œuvre polyphonique explore les legs de notre inconscient colonial et fait surgir des histoires trop longtemps restées dans l'ombre. C'est le Québec qui est né dans mon pays, nous dit Anna Mapachi, afin de renverser le miroir de notre histoire coloniale. Si le racisme systémique façonne toujours la condition autochtone, ce carnet de rencontres témoigne aussi du travail entamé par les communautés pour se réapproprier leur langue, leurs savoirs ancestraux et leurs identités, entre autres à l'institution Kiuna d'Odanak, une école faite pour nous autres. Et vous, êtes-vous prêt à explorer votre partie de l'histoire? Alors, comme vous avez pu le voir, ça se veut un carnet de rencontres, donc c'est un projet de recherche, donc c'est sûr que c'est un projet de recherche qui a été fait par Emmanuelle Dufour et est allé à la rencontre, en fait, de différents représentants des différentes communautés des Premières Nations, parce qu'évidemment, il y a différentes communautés, bien entendu, pour ceux qui ne le savent pas. Et elle a aussi fouillé un peu dans, bon, évidemment, l'histoire, ce qu'on connaît de nos relations avec les Premières Nations, ce qu'on connaît des Premières Nations, ce qu'on ne sait pas, ce qui a été dessus, ce qu'on aimerait qu'il ne se soit jamais passé. Et c'est fait d'une façon, ça dit, polyphonique, c'est-à-dire que Emmanuelle Dufour va laisser la place à ses intervenants. Donc, il va y avoir une petite mise en contexte, mais c'est surtout des prises de parole des divers intervenants qui vont être des personnes dans diverses sphères de la société. Bien entendu, une grande partie et la parole est laissée en grande partie plutôt à des personnes qui font partie des premiers peuples, donc de différentes nations au Québec. Mais il y a aussi d'autres personnes de différentes sphères de la société qui vont être des allochtones, des allochtones caucasiens, des allochtones nouveaux arrivants, qui vont aussi se demander quelle est leur place par rapport à ça en arrivant dans un pays où il y a vraiment eu une relation avec les Premières Nations qui a été terrible. Il y a eu des actes complètement terribles qui ont été commis en partie le gouvernement, par le gouvernement du Canada en collaboration en partie avec une bonne partie de la partie de religion catholique, en fait, l'espèce d'institution de religion catholique. Je ne vais pas refaire l'histoire ici parce qu'il me manque des bouts, puis je ne veux pas que vous ayez une fausse idée, mais la réalité, c'est ça. La réalité, c'est que pour ceux qui ne le savent pas, là, je sais que je m'adresse potentiellement à des gens qui viennent du Québec, mais peut-être pour ceux qui sont de l'autre côté de l'Atlantique, ça va peut-être être un peu niché pour vous, mais c'est quand même super intéressant. Peut-être pour mieux comprendre pourquoi au Québec, on a tant le souci justement d'éviter maintenant d'utiliser le terme indien, qui a été utilisé trop longtemps pour parler des Premières Nations, à la fois au Canada et aux États-Unis, donc en Amérique du Nord. Alors que c'est pas du tout... c'est comme si on disait que, je sais, premièrement, c'est même pas un terme qui est juste, parce que les gens qui sont ici viennent pas des Indes. Deuxièmement, c'est des peuples qui habitaient déjà les terres quand on est arrivé ici. Donc, ça devrait plutôt être eux autres qui étaient là au début. On aurait dû leur trouver un autre nom que juste des Indiens. Mais c'est aussi parce que c'est très péjoratif, puis c'est péjoratif en raison du traitement qu'on a fait de ces peuples-là, particulièrement dans le dernier siècle, mais même avant ça. Puis ça a commencé dès que on est arrivé en fait en colonisateur ici, en voulant en fait reprendre des terres qui ne nous appartenaient pas, puis en traitant de façon injuste et souvent cruelle, et même dans certains cas dans le dernier siècle, en tout cas,
presque avec des visées presque génocidaires culturelles. Donc, c'est pour ça qu'on est si intense par rapport à ça, parce que c'est nécessaire, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas utiliser comme terme, parce que voilà. Et pour votre information, une des choses le plus récemment arrivé, pas le plus récemment arrivé, mais qu'on a le plus récemment dont on a le plus récemment pris conscience, qui était connu par différentes sphères de la société, mais peut-être pas par l'ensemble du Canada, puis en tout cas pas par moi à ce point-là, c'est la présence des pensionnats autochtones qui étaient des institutions qui étaient créées en collaboration, entre guillemets, entre le gouvernement du Canada et les institutions religieuses, et c'était fait pour intégrer de force les personnes issues des Premières Nations à la culture blanche, dite blanche, donc la culture qui était en place au Canada, c'est-à-dire la culture des colonisateurs. Et ça a été nommé comme étant un génocide, une tentative de génocide culturel. Et cette terrible action-là s'est passée sur de très longues périodes et s'est arrêtée très récemment. Comme ça ne s'est pas arrêté en 1926. Ça s'est arrêté en 1996. Puis ça, c'est terrible. Juste d'y penser, j'ai des frissons. 1996, c'est pas loin, là. On était dans une société supposément évoluée et ça se passait encore. Le principe des personnes autochtones, c'est qu'on allait enlever des enfants des Premières Nations à leurs parents, puis on leur disait, on va les envoyer, on les prend pour les envoyer se faire éduquer dans des pensionnats. Et dans ces pensionnats-là, tout ce qu'on allait essayer de faire, c'est les empêcher de parler leur langue. Il y avait énormément de mauvais traitements, leur donner d'autres noms, les forcer à parler une langue qui n'était pas la leur, et pour qu'éventuellement, ils en viennent à ne plus être capables de parler leur propre langue, à ne plus reconnaître leur propre culture et à être complètement séparés et isolés des leurs. Donc, c'est pour ça qu'on parle ici d'une tentative de génocide culturel. Quand on dit tentative, à mon avis, c'est pas mal un génocide culturel, mais heureusement, il y a quand même des parties de ces communautés-là, de cette culture-là qui a survécu, puis c'est une chance, parce que sinon, ça aurait été terrible. Donc, voyez-vous, j'en parle un peu, je suis un peu tout croche, je me sens un peu mal à l'aise, je me prends peut-être mal, mais c'est juste pour donner un petit peu une mise en contexte. Ce livre-là, c'est pas centré sur les pensionnats autochtones, mais évidemment, pardon, quand on parle des relations avec les Premières Nations au Canada, ça va faire partie des points majeurs de nos relations avec eux. Bien entendu, dès le départ, avec l'arrivée des premiers colons, ça ne s'est pas passé nécessairement de façon super respectueuse, bien entendu. Mais disons que c'est ce qui est le plus récent. Avant ça, il y a eu d'autres événements à travers le Canada, mais au Québec, ce qui a marqué particulièrement le Québec, c'est la crise d'Oka. Et c'est une crise qui a eu lieu, qui a été nommée crise, mais en fait qui était une réaction d'une communauté qui était proche de Montréal, qui voulait empêcher que des terrains soient vendus, puis des constructions soient construites sur un cimetière qui appartenait à la communauté autochtone qui était proche de Montréal. Et ça s'est passé en fait proche de Oka. Puis cette communauté-là a décidé de prendre action, de dire on veut pas, c'est nos terres, c'est nos gens à nous, notre communauté qui est là, c'est les gens qui sont morts, c'est les gens qui faisaient partie de notre communauté. Puis c'est pas vrai qu'on va céder ça comme ça. C'est un cimetière, c'est quelque chose de sacré, on veut pas que ça se passe. Et ils ont, entre autres, utilisé le moyen de pression de bloquer une des routes qui est essentielle, proche d'Oka, pour faire en sorte de se faire entendre. Parce que je dois vous dire que si maintenant, depuis peut-être 2-3 ans ou 4 ans peut-être même, il y a un peu plus de visibilité qui est donnée aux personnes issues des Premières Nations dans la sphère publique, ça n'a pas toujours été le cas. Puis même si en ce moment, c'est quelque chose qui est en croissance, c'est pas encore parfait. Mais à l'époque, c'était vraiment le principe de l'invisibilisation de ces communautés-là. Donc, à part en faisant un genre de coup d'éclat comme ça, c'est comme s'ils n'arrivaient pas à se faire entendre. Puis pourtant, c'était quelque chose d'essentiel. Donc, la crise d'Oka, ça s'est passé en 1990. Moi, j'avais 10 ans quand ça s'est passé, la crise d'Oka. Puis, je me souviens que j'ai grandi, moi, dans une famille très ouverte d'esprit, un peu intellectuelle, très à l'affût, justement,
d'avoir un portrait global, justement, et non pas, essayer de ne pas trop se laisser prendre par les préjugés, les visions tunnels et tout. Donc, j'avais quand même une vision qui était un peu à deux parties, c'est-à-dire que je voyais bien que c'était pas juste... Je voyais pas juste le côté, la réaction des Premières Nations, et je voyais aussi le fait que ce pourquoi ils se battaient. Donc, je voyais les deux côtés un peu de la médaille, mais c'est sûr que c'était difficile de garder cette espèce de, pas objectivité-là, mais cette espèce de conscience-là en raison de comment ça a été, entre autres, mis de l'avant par le politique, par les médias et tout à l'époque, puis aussi par les préjugés de la société en général par rapport à cette communauté-là, puis aux Premières Nations en général, cette communauté-là en particulier. Et c'est spécial que ça tourne autour de ça. Donc, c'est intéressant pour moi, ça m'a attirée. Puis pourquoi je lis, vous allez me dire, depuis 2021. Ça va être long en segment-là, juste vous dire, parce que vous allez voir, là, je vais à tout en circonvolution parce que j'essaie d'y aller, de parler avec mon cœur. Puis ce sera pas parfait, mais ça va être ce que j'essaye de faire comme premier échange. Pourquoi depuis 2021, je l'ai puis je ne l'ai pas lu? Bien, comme évidemment, c'est un docu-BD. Je savais que c'est un sujet important. Puis on dirait que je me disais toujours, il faut que je sois vraiment dans le bon état d'esprit pour bien le recevoir, puis bien être capable de bien m'ouvrir l'esprit et tout ça. Parce que pour moi, c'était vraiment essentiel de bien le comprendre. Ça me semblait être une invitation à la réflexion, une invitation à se secouer les repères volontairement et tout. Puis, ben, dans le fond, j'ai attendu, mais dans le fond, je me suis dit, à un moment donné, il va falloir que tu le fasses, que tu sois dans le bon contexte ou pas. Faut pas oublier que 2021, on était encore dans le post-pandémie. J'étais à quelque part au niveau personnel où mais j'avais de la difficulté à me connecter avec mon essentiel à moi personnel. Donc, j'avais l'impression que je n'étais pas en mesure de recevoir ça. Mais en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour recevoir ça. Il faut juste le recevoir puis essayer justement d'accueillir tout ça et d'essayer de lancer la réflexion, de s'informer et tout ça, puis d'être proactif. Donc, je vais en revenir plus à la BD, mais c'est juste que je vais la décrire un peu, mais en même temps, c'est quelque chose que je vous dis, il faudrait vraiment que vous lisiez, parce que c'est super important de lire puis de vous faire de vivre cette expérience-là par vous-même. Ça fait partie des pas qu'on peut faire, puis pour devenir potentiellement des gens mieux informés, pour devenir potentiellement peut-être des alliés si on est suffisamment informé, puis qu'on arrive suffisamment à justement à attiser l'intérêt et la curiosité justement pour essayer d'en apprendre plus puis apprendre mieux par rapport à cette réalité-là qu'on ne connaît vraiment pas alors qu'on habite sur les territoires en fait de ces nations-là depuis notre arrivée ici qui était postérieure à la leur. Donc, juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur, vous allez avoir des parties qui sont un peu illustrées comme en narration. Je vais essayer de voir si je suis capable... mais comme là, justement, je pense que c'est une partie qui est sur la crise d'Oka. Ouais, ben disons qu'il y a des parties qui sont comme ça, disons. Vraiment en BD avec du texte. Puis il y a aussi la majeure partie de la BD, ce sont des témoignages. Puis ce sont des témoignages, comme je vous dis, de différentes personnes dans des différentes sphères de la société. Puis ici, par exemple, il y a un témoignage de Mélissa Molène-Dupuis qui, en bas, ça indique Mélissa Molène-Dupuis, Innu, donc de la nation Innu, pour ceux qui ne sont pas familiers. Militante, chroniqueuse, cofondatrice du mouvement Idle No More Québec et responsable de la campagne Forêt Fondation David Suzuki. Donc, ça ressemble à ça. Pour chaque témoignage, je vais avoir vraiment le portrait, une citation marquante du témoignage et le témoignage en tant que tel. Et bien entendu, mais dans le fond, une description de la personne qui elle est puis qu'est-ce qu'elle a comme rôle dans la société. Puis comme je vous dis, si la part est faite grande justement pour les Premières Nations, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que oui, il y a des gens qui vont exprimer là-dedans des points de vue qui sont vraiment en lien à leur activité adulte maintenant, donc soit leur démarchage par rapport justement pour faire en sorte qu'il va y avoir une meilleure visibilité, une meilleure écoute, une meilleure rencontre, une meilleure compréhension entre ce qu'appellent les autres, ben en fait les Premières Nations et l'autre qui est nous autres en fait les colonisateurs. Mais il y a aussi des partages, surtout par rapport à la crise d'Oka, comme c'est sorti, ça s'est passé en 1990. Il y a beaucoup de gens qui étaient jeunes quand ça s'est passé. Puis c'est aussi leur perception de cette situation-là en tant que membre issu des Premières Nations, mais pas nécessairement de la communauté qui était concernée, mais juste issu des Premières Nations en général au Québec. Comment ils ont vécu ça, cette crise-là, puis comment ils ont vécu le regard de la société sur eux autres par rapport à ça. Parce que bien entendu,
une société qui ignore tout de l'autre, c'est-à-dire des Premières Nations dans ce cas-ci, et c'est même si c'est inversé, qui ignore tout, qui ne veut pas nécessairement le découvrir, puis qui se fie pas mal plus à des préjugés qu'on a depuis des années qui ne sont absolument pas fondés. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Un amalgame. On a la crise d'Oka qui concerne une communauté en particulier, puis une injustice qui a été faite par le gouvernement puis par la municipalité par rapport au territoire qu'ils ont eux autres. Et on va faire un amalgame en disant, ben si c'est comme ça, cette communauté-là est comme ça, puis cette situation-là est comme ça, ben alors toutes les personnes issues des Premières Nations font partie de, dans le fond, sont associées à la réaction de cette communauté-là. Et cette réaction-là a encore en plus été mise en lumière hors un peu de son contexte d'argumentaire, entre guillemets. Donc, ça, c'est super intéressant de voir justement le côté de comment ces jeunes personnes-là ont vécu ça. C'est absolument pas positif. Juste vous dire tout de suite, c'est sûr. On est dans une société qui les ont comme complètement... Ben, il y en a qui ont été ignorés, il y en a qui ont été interdits de voir leurs amis en 1990, là. Pas comme je dis, pas en 1926, en 1990, parce que la société était comme ça, parce qu'ils voulaient comme... C'était comme l'ignorance puis la peur faisait en sorte qu'ils n'étaient même pas capables de juste faire la différence entre un contexte en particulier, une communauté qui fait des revendications qui sont justifiées, puis l'ensemble des préjugés qu'on peut avoir, qui ont été véhiculés par les colonisateurs sur le peuple premier qui était là. Donc, bref. C'est sur ça intéressant, mais il y a aussi, comme je vous dis, des gens qui étaient impliqués dans différentes sphères de la société. Il y a aussi des témoignages des allochtones. Puis ça, c'est intéressant aussi parce que c'est des allochtones qui sont quand même impliqués. Souvent, ça va être des professeurs d'histoire, des professeurs en anthropologie, ou qui ont quand même une ouverture par rapport à ça, mais qui se sentent quand même, c'est leur relation à comment ils se sont sentis par rapport à la crise d'Oka, comment ils se sentent par rapport à la démarche qu'on appelle ici au Canada la démarche de vérité et réconciliation. Donc, l'espèce de démarche qu'entreprise du gouvernement fédéral pour essayer de justement essayer de donner la parole, permettre à tout le monde de s'exprimer. Pas juste dire on s'excuse de ce qui s'est fait. Oui, au départ, il faut faire ça, mais par après, ben, laisser les gens s'exprimer, s'assurer de fournir des informations qui sont justes, essayer de réviser justement, de remettre comme il faut l'histoire en marche, c'est-à-dire que de faire en sorte que les jeunes apprennent l'histoire qui est complète et non pas l'histoire juste du point de vue des colonisateurs, etc., etc., etc. Donc, j'ai trouvé ça intéressant qu'il y ait aussi, en fait, ça a été un choc quand c'est arrivé pour beaucoup de personnes dans la société canadienne, moi y compris, pas parce que j'étais pas consciente qu'il y avait eu des exactions, mais dans notre tête, on gardait en tête ce qui était fait lors de la colonisation, qui était terrible. Puis après ça, ben, depuis, on savait qu'il y avait, bon, ben, peut-être au 19e siècle, début 20e siècle, une très grande ignorance, puis des très gros préjugés. Mais pour les pensionnats autochtones, on dirait que la conscience est rentrée vraiment quand on a appris que le dernier pensionnat a fermé en 1996 avec la crise d'Oka. Donc, c'est de voir aussi comment ces personnes-là gèrent le fait d'être une personne allochtone qui fait partie d'une société qui a créé ce genre d'exactions-là par rapport au premier peuple. Puis aussi des démarches que chaque personne va avoir par rapport à ça, de se dire, ben c'est beau de dire qu'on est sous le choc, qu'on a honte, mais qu'est-ce qu'on fait après ça? On n'est pas pour rester juste avec ça. Puis en ce sens-là, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que, puis là, ben, comme je vous dis, c'est tellement intéressant, c'est vraiment un carnet de rencontre, parce que c'est pas un livre qui est là pour faire sentir, disons, c'est un livre qui est là pour donner la parole à tout le monde, particulièrement aux personnes issues des Premières Nations, mais aussi de donner la possibilité à des personnes allochtones de dire, ben, je sais pas trop par quel bout prendre ça, j'essaie de commencer, voici ce que je pense que j'aimerais faire. Puis, pas en disant, ça c'est une bonne réponse, une mauvaise réponse. Donc, c'est pas quelque chose qui fait qu'on va se sentir encore plus mal, mais c'est justement un genre de point de départ pour lancer les échanges, essayer d'aller chercher de l'information aux bons endroits et tout. Puis, il y a une citation que je vais me permettre de vous lire, qui est issue du témoignage de Myriam Tirnish, qui est une Innu, qui est designer et qui transmet l'Innu Aimum, que je ne sais pas ce que c'est, je suis désolée. Graphie non uniformisée, ok, c'est une langue, donc j'en déduis, parce que regardez, ici vous avez son témoignage, et ici c'est écrit, ici comme ça, avec cette graphie-là, puis en bas on a un petit astérisque qui dit graphie non uniformisée de l'Innu Aimun, donc de la langue Innu Aimun. Puis ce que je trouvais intéressant, c'est que
elle, dans le fond, elle s'adresse à Emmanuel Dufour, parce que ce qu'on comprend, c'est que c'est des extraits potentiellement d'échanges qu'Emmanuel Dufour a eu avec chacun de ces intervenants-là. Puis, à un moment donné, elle dit que au départ, elle s'intéressait pas nécessairement non plus à la réaction des Allochtones, parce que pour elle, c'était aussi un bloc qui faisait en sorte que elle savait que de toute façon, il n'y avait pas à avoir d'ouverture, mais que tranquillement, depuis quelques années, elle s'est rendue compte qu'il y avait un intérêt pour les questions autochtones, puis une reconnaissance, une certaine reconnaissance des cultures et tout ça. Puis elle disait que c'était en train d'échanger progressivement. Mais je vais me permettre de lire quand même exceptionnellement un assez long paragraphe, donc qui est issu de la page 175 de ce livre-là. Puis comme je vous dis, qui est le témoignage de Myriam Ternich, tel que retranscrit par Emmanuel Dufour. Donc, elle dit elle parle du changement qui est en train de se faire progressivement. Elle dit « Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Juste pour se rendre compte de l'état d'invisibilité et des injustices vécues par les peuples autochtones, ça a pris des dizaines d'années. Alors, on ne peut pas s'attendre à ce que ça change comme ça. Mais on sent que c'est en train de changer, lentement, pour le mieux. Quand on voit, par exemple, tous ces allochtones qui s'inscrivent au cours de langue autochtone et qui font des efforts pour aller à notre rencontre, ça redonne courage. Parce qu'il faut aussi que les allochtones prennent leurs propres responsabilités, qu'ils se renseignent, qu'ils lisent des livres, des magazines, de la documentation en ligne, qu'ils regardent des films, qu'ils écoutent des conférences, qu'ils osent aller à la rencontre de leur propre histoire, peu importe. Ce n'est pas à nous que revient la responsabilité exclusive de les éduquer. C'est aussi à eux de s'informer. C'est un processus important dans la rencontre et le chemin vers la réconciliation. Je pense qu'il y a de l'espoir, oui. Donc, c'est super beau. Je trouve ça super intéressant parce que ça donnait aussi le côté de dire, ben oui, on est là, on peut être des personnes ressources, on peut être des ressources pour vous en parler, mais il faut que l'initiative vienne aussi des personnes allochtones. Et ça, on l'a remarqué dans... Qu'est-ce que j'ai lu il y a pas longtemps? C'était des éditions Anorak. Je vais le retrouver. Je pense que c'est le carnet de l'écrivain. Je me souviens plus. Je pense que c'est le carnet de l'écrivain. C'est un petit novel de rien. Puis ça disait, dans le fond, c'était comme... Il me semble que... C'est très loin, mais de mémoire, c'était justement quelqu'un qui était issu des Premières Nations puis qui voulait écrire. Puis qu'il avait envie d'écrire peut-être autre chose que juste l'histoire de sa communauté. Puis à la fin, dans sa communauté d'origine et dans la société, on attendait de lui, comme c'est quelqu'un qui était issu des Premières Nations, puis que c'était un écrivain, qui écrive l'histoire qu'on a tue puis qu'on a cachée pendant des années. Mais lui, il disait, oui, c'est sûr que j'ai ça en moi, puis oui, je veux que ça change, puis oui, je veux être un vecteur d'information, mais en même temps, j'ai goût d'exister en dehors du fait que je suis une personne qui peut vous informer. Puis ça, je trouvais ça comme super intéressant comme point de vue. Puis là, c'est un peu ça qu'elle dit dans le sens où c'est encourageant peut-être pour les Premières Nations de voir que tranquillement, on est en train d'essayer de justement rouvrir le dialogue puis faire en sorte qu'il y ait des échanges qui soient faits potentiellement, puis pas juste comme un choc puis une gêne et tout ça, puis qu'on essaie de justement s'informer. Mais que oui, c'est sûr que c'est censé aussi venir des Allochtones. C'est pas juste les Autochtones à aller cogner à la porte puis dire « Hey, on est là, on existe, voici, on a le goût de prendre parole, voici ce qu'on a envie de dire. Voici ce que vous devriez savoir sur votre propre histoire. » Ça peut être à nous autres, en fait, ça doit être à nous autres aussi de se dire qu'est-ce qu'on connaît vraiment sur notre propre histoire? Est-ce qu'on la connaît vraiment, cette histoire-là? Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour en apprendre plus? Puis justement, à la fin, ce qui est intéressant en dehors de tout ça, parce qu'évidemment, là, ça, c'est différents témoignages, mais il y a quand même un narratif au bout du compte, dans le sens que c'est quand même structuré, ce qui fait qu'on sera éventuellement à justement tout ça. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'à la fin, on a ici ce qu'on dit être la page 8, c'est un extrait, la page 8 du plan d'action de l'APN. APN, je ne sais pas si c'est où. APNOL contre le racisme et la discrimination. Et c'est comment s'engager. Donc, qu'est-ce qu'un citoyen québécois individuel peut faire comme action? J'essaie de vous le centrer, je ne sais pas si vous allez voir. Comment s'engager. Puis il y a différentes actions. Ce qui m'avait marqué, évidemment, il y a des choses qui vont de soi, vous allez me dire, mais APNQL, excusez-moi, c'est écrit en haut. C'est indiqué, première intervention qu'on peut faire, c'est s'informer auprès de sources fiables sur les enjeux et réalités des Premières Nations au Québec en contactant l'APNQL.
Donc, puis bon, après ça, ils disent évidemment lire certaines déclarations importantes, mais aussi participer à des rassemblements, festivals et événements authentiques locaux organisés par les Premières Nations, suivre l'actualité qui est liée aux Premières Nations, partager, faire rayonner le contenu médiatique positif qui porte sur les Premières Nations dans les réseaux sociaux, etc., etc. Puis il y a aussi, bon, visiter une communauté des Premières Nations et s'informer sur l'offre touristique des communautés au Québec par le biais de Tourisme autochtone Québec. Donc, c'est intéressant parce que c'est pas juste s'informer en général. C'est pas juste s'informer sur l'histoire ou s'informer sur les Premières Nations. C'est s'informer, mais s'informer bien. S'informer aux bons endroits. Mais aussi apprendre à connaître les Premières Nations, pas juste en s'informant, en lisant un livre, mais en allant à leur rencontre et apprendre à justement aller là-bas, un peu comme là, c'est drôle, c'est dans le fond, ils parlent de tourisme autochtone, mais de voir qu'est-ce que ces Premières Nations-là ont aussi à offrir sur leur propre territoire, sur lequel on est, nous autres, en mode emprunté depuis des centaines d'années, mais qu'on ne connaît pas nécessairement parce qu'évidemment qu'on est arrivé là, nous, un peu parachutés. Puis, fait que j'ai trouvé ça super intéressant. C'est sûr que je pense que j'en aurais voulu encore plus. La seule chose que je pourrais dire, c'est que j'ai terminé ce livre-là en me disant que j'étais un peu sur ma faim. J'aurais pris peut-être encore plus de témoignages, encore pour essayer de pousser encore plus ma réflexion, puis me sentir un peu plus bousculée, puis justement avoir... Mais en même temps, je me dis, le but de ça, c'était bien entendu que c'était un projet de doctorat puis en recherche, mais le but, c'est qu'on termine en étant sur notre faim. Parce que le but, c'est de créer ce sentiment de faim-là, puis de se dire que, ben là, peut-être que je suis en champ, mais c'est comme ça que j'ai perçu, qu'on veut aller plus loin, qu'on veut justement en apprendre plus. Donc vraiment, puis ben, là-dedans, il y a quelqu'un qui disait à un moment donné, ça devrait être un incontournable, mais je pense que oui, c'est parce que ça devrait être une lecture incontournable pour tout le monde, pour les plus jeunes, pour les plus vieux, pour les familles, pour ceux qui ne sont pas sûrs de savoir par quel bout prendre ça, pour ceux qui ne sont pas sûrs, même pour ceux qui ont des préjugés, pour ceux qui pensent qu'ils n'en ont pas, mais qui en ont quand même, pour ceux qui ont des gens qui sont issus des Premières Nations dans leur famille, pour ceux qui sont métissés, qu'il y a un témoignage justement là-dedans qui était super intéressant d'une jeune fille dont le père est issu des Premières Nations et je pense qu'il faisait partie de la communauté à Wendake, donc il était un Wendat, Huron-Wendat, et sa mère était québécoise, alloctone, dans le fond, et qu'elle s'est jamais sentie... Elle a un nom de famille qui est en lien avec le fait que son père fait partie de la communauté Huron-Wendat, mais qu'elle ne s'est jamais vraiment sentie appartenir à cette communauté-là. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle réalise, en lisant justement ce qui s'est passé dans les dernières années, que oui, ça concernait aussi sa communauté. Fait que c'est ça que je trouve majeur, c'est que si on est rendu que même quelqu'un qui est métissé, la société générale a tellement voulu effacer tout ça, que même si on a un parent qui est issu des Premières Nations, on ne connaît pas nécessairement bien la communauté, mais raison de plus pour saisir au vol cette invitation-là à en apprendre plus, puis à s'informer mieux. Donc voilà, c'est le Québec qui est né dans mon pays. Donc ce câlin de rencontre-là entre Emmanuel Dufour et une pléthore d'intervenants. Là, je vais vous le mettre, mais je ne sais pas si on va tout voir, mais c'est juste, vous voyez ici le paragraphe en bas ici. Tout ça ici, c'est les intervenants potentiellement avec qui elle est interagie dans le cadre de cette recherche-là. 30 minutes plus tard, me voici. J'espère que ça sera bien passé. J'espère que vous les avez sentis tout en même temps. Mon insécurité, mon désir d'en savoir plus, mon souhait de bien faire ça, mais en même temps, ma fébrilité à me dire « Oh mon Dieu, mais je veux tellement bien faire, mais peut-être que je vais dire des choses tout croche. » C'est possible que je me sois fourvoyée. L'important, c'est que je vais continuer à m'informer. L'important, c'est que vous continuez à vous informer, que vous ne preniez pas juste ce que je dis là. Ça représente juste mon expérience de comment j'ai vécu la lecture de ce livre-là, n'est-ce pas? Je suis pas... Et ben voilà, je vous invite grandement à lire ce livre-là, à vous informer aux bons endroits. Par exemple, je ne sais pas si c'est la seule, je sais qu'il y a aussi un site, il me semble, pour le mécanisme de vérité et réconciliation, mais le site ici qui était indiqué, c'est APNQL, donc apnql.com, donc qui était le site qui était mentionné pour la fameuse liste pour les engagements. Et ben voilà. Alors,
Sur ces bonnes paroles, je vais clore ce très long segment, mais j'espère que ça va vous avoir donné envie de découvrir cet opuscule-là. C'est sûr qu'il est dans vos bibliothèques, parce que 2021, ça va être là encore. N'hésitez pas. C'est quand même, sinon, quand même un grand format, mais juste pour vous dire que c'est juste pour vous donner une idée que quelque chose comme ça, qui est essentiel, qui représente la pointe de l'iceberg d'un super gros travail d'aller à la rencontre des Premières Nations. C'est quelque chose qui peut être produit au Québec par Éco-Société, la maison d'édition, puis qui est à un prix qui est abordable, qui était à l'époque qui était 29 $. Juste vous dire, ça vaut peut-être la peine aussi de l'acheter. Si je dis ça comme ça. Mais sinon, si vous n'avez pas les moyens, mais que ne pas avoir les moyens, c'est pas parce qu'on n'a pas les moyens qu'on peut pas aller à la Bibli, c'est gratuit la Bibli. Donc, allez à la Bibli pour le lire, au pire aller, il n'y a pas de problème. Puis ayez pas peur, ça se lit vraiment bien comme une BD. Oui, il y a beaucoup de choses, oui, c'est dense. C'est pas quelque chose qu'on va lire nécessairement rapidement, il faut se donner le temps un peu. Puis même moi, sans doute le relais, je vais laisser dans ma bibliothèque et tout. Mais si je ne l'avais pas déjà lu, comme moi, en 2024, mais ne soyez pas gênés. N'hésitez pas, allez-y, plongez là-dedans. Puis d'ici là, je vais vous laisser me jeter là-dessus quelques secondes, parce que je vais revenir plus tard. Mais moi, je vais continuer dans ma petite soirée pour continuer à mijoter tout ça, qu'est-ce que j'ai reçu là. Puis ben, je vous reviens dès que je peux. Bonjour, alors je vous fais un petit coucou pendant ma pause repas parce que j'ai terminé finalement ma lecture au long cours, long cours, 5 jours pour moi c'est long, ma lecture audio au long cours qui est en fait le tout récent opus d'Olivier Norek, donc Les Guerriers de l'hiver, qui est en lice entre autres pour plusieurs prix dont le Goncourt et le Renaudot. Et je l'ai terminé et c'était fort intéressant, c'était fort remuant, c'était enrichissant, c'était une autre façon, en fait, je me rends compte que cette semaine, je fais des lectures qui concernent l'histoire qu'on tait, l'histoire avec un grand H qu'on a tu ou qu'on tait, parce que c'est vraiment un roman qui met en scène un pan de l'histoire à la fois de la Russie et de la Finlande qui n'a pas été nécessairement, pas en Russie, en tout cas, qui a été tue, puis qui n'a pas nécessairement été mise de l'avant, c'est la fameuse guerre de, je pense que c'est 105 jours, la guerre de l'hiver, qui s'est passée, comme je vous disais, à partir de la fin 1939 jusqu'au début 1940, et qui a abouti finalement, bien, quand je vous dis la guerre, c'est ce que je vous avais dit, c'est que ça part vraiment par une volonté de la Russie de s'adjoindre la Finlande finalement, et ils vont avoir mis en scène, en fait, une attaque contre leur propre base pour justifier leur invasion de la Finlande. Et il va s'en suivre une guerre qui va être très meurtrière et qui va être très déséquilibrée parce qu'évidemment, ça va être la Russie contre la Finlande. Donc, la Russie qui était un très grand pays avec beaucoup de ressources militaires versus la Finlande qui était un tout petit pays de rien du tout avec pas tant de ressources militaires. Mais malgré tout, bien que la Finlande va avoir finalement au bout d'un certain temps, puis là je le dis, puis dans le fond c'est un pan d'histoire qui n'est pas connu, puis j'avais dit, je sais pas si je vais vous en parler, mais je pense que ça va, au pire c'est pas la catastrophe, je sais pas, je vais vous dire, même si disons la guerre va se terminer, donc, puis que techniquement, officiellement, il va y avoir un gagnant puis un perdant. C'est peut-être pas exactement les gagnants puis les perdants qu'on pense, parce que ça va faire en sorte que la Finlande va quand même garder en elle cette grande blessure-là. Le peuple finlandais va garder cette grande blessure-là parce qu'il va y avoir quand même éventuellement des redéfinitions de frontières. Donc,
une certaine perte pour le peuple finlandais, mais ils vont garder surtout un peu comme une genre de fierté d'avoir de s'être battus pour leur pays auquel ils tenaient, leur indépendance à laquelle ils tenaient. Donc, c'est pas sans rappeler, quand je vous disais, l'actualité avec l'Ukraine et tout ça. Et pour la Russie, ben, ça sera l'inverse, parce que bien entendu que la grande différence entre l'armée finlandaise puis l'armée russe à ce moment-là, ça va être que l'armée russe a été mobilisée, mais pour envahir un pays sans que nécessairement les gens sur le terrain, les soldats, je parle pas nécessairement des officiers, les officiers vont être encadrés énormément par les officiers politiques de Staline, donc ils n'auront pas vraiment le choix ni le loisir d'être en désaccord avec quoi que ce soit. Mais évidemment, les soldats, on va leur dire d'aller à la guerre puis de tuer les Finlandais, mais ils savent comme pas trop. Ils vont se battre pour obéir, mais pas nécessairement parce que leur pays se sentent en danger dans leur pays, alors que les Finlandais, eux, vont se battre parce qu'ils veulent conserver leur pays, ils veulent pas être adjoints à la Russie, ils veulent conserver leur indépendance. Donc, ils vont se battre pour tout ce qu'ils aiment, tout ce qu'ils connaissent. Donc, c'est peut-être pas sans rappeler non plus le côté. Je fais une grosse extrapolation, mais c'est un petit peu le même principe que, par exemple, les hobbits dans Le Seigneur des Anneaux qui vont se battre parce qu'ils veulent que, dans le fond, The Shire, la comté, je pense en français, demeure pour les générations futures, demeure quelque chose qui considèrent comme vraiment une partie d'eux-mêmes. Donc, on voit vraiment ces deux parties-là qui vont s'opposer. Comment j'ai trouvé ça au niveau stylistique ou tout ça, c'est un roman, après avoir écouté Remerciements et tout ça, puis la démarche, qui explique un peu la démarche créative. C'est un roman qui est vraiment basé sur des faits. Donc, c'est bien spécifié que tout ce qui est acte de guerre, dans le fond, assaut, statistiques de mort ou de blessures et tout ça, puis même certains échanges entre différents dirigeants ou différents officiers et tout, ce sont des faits, ça va soit avoir été tiré de statistiques ou d'archives en collaboration avec des musées et autres avec lesquels Vinorek a fait affaire. Puis dans le fond, ça reste un roman de fiction, mais c'est bien sûr que l'espèce de trame qui va tisser, les personnages qui vont imaginer derrière les noms qui sont inscrits déjà dans l'histoire avec un grand H. Donc, ça reste quand même quelque chose qui est factuel. Tout au long du livre, on sent ça. On sent qu'on est vraiment dans un roman historique, que oui, il y a quand même des petits moments où on en apprend plus sur chacun des personnages, leur vie personnelle. Puis ça fait en sorte, bien entendu, qu'on va s'attacher encore plus aux personnages parce qu'on va avoir un peu une idée de leur intériorité. Mais bien qu'on en ait une bonne partie, particulièrement pour les personnages principaux, ou en tout cas un des personnages principaux majeurs qui est Simo, le fameux tireur d'élite, et certains des hauts officiers, ça reste que pour les autres, on va en apprendre un peu au fur et à mesure, mais ça va vraiment être encore une fois une espèce d'instantané historique. Donc, on va apprendre qu'est-ce qu'on peut apprendre de quelqu'un en 105 jours, dans le fond. Donc, c'est quand même intéressant dans le fond, selon cet angle-là. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on va voir... on va voir le point de vue des soldats de la Finlande. Bon, il y a quand même un petit biais, là, bien sûr. On sent que, dans cette situation-là, étant donné que un billet qui n'est pas un billet négatif, mais c'est juste qu'on met vraiment de l'avant le fait que la Russie, à ce moment-là de l'histoire, a auto-provoqué une guerre pour pouvoir s'adjoindre des territoires. Donc, c'était un acte qui n'était pas pas légal, qui n'était pas correct. Donc, c'est sûr que ça va quand même teinter la façon dont c'est parlé, mais en même temps, c'est quand même relativement objectif. Puis ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que justement, quand on parle des soldats eux-mêmes, les soldats russes versus les soldats finlandais, bon, on en apprend moins sur l'histoire des soldats russes, donc on a moins leur intériorité, ce qui fait qu'ils sont moins incarnés, mais en même temps, ce qu'on apprend sur eux, c'est qu'on parle de savoir pourquoi ils vont se battre. Puis c'est pas tout le monde qui va être là, les gens ont été réquisitionnés, comme n'importe quelle armée, peu importe le pays, peu importe qui a décidé qu'on partait en guerre. Donc, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on n'a pas considéré que le peuple russe, dans ce moment-là de l'histoire, était fautif, mais bien que le dirigeant Staline, ainsi que toute son espèce de rouage dans lequel il a enfermé tous les hauts dirigeants et tout ça, puis qu'il les forçait à faire des choses, que tout ça, en fait, c'est ça qui était pas correct, en fait, puis que la population qui s'est retrouvée conscrite puis qui a fait le combat, je dis pas qu'ils sont corrects, mais je veux dire, pour eux autres, ils étaient tellement pas impliqués dans les hautes décisions qu'ils n'avaient aucune idée pourquoi ils se battaient. Puis c'est ce qui explique peut-être potentiellement pourquoi il y avait quand même presque, je pense que c'est 5 à 7 fois plus de Russes que de Finlandais
mais ils ont réussi à tenir malgré tout les Finlandais pour une grande durée de temps, alors que c'était presque humainement impossible, mais que dans le fond, les Russes qui ne savaient pas trop pourquoi, les soldats russes, ils ne savaient pas trop pourquoi ils se battaient, ou en tout cas qu'il n'y avait pas nécessairement de raison forte à part la peur de leurs dirigeants, pour se battre, bien, ils faisaient face à la détermination, puis à l'espèce de, c'est pas une invincibilité, mais on va toujours dépasser plus que ce qu'on pense qu'on est capable de faire quand on essaie de défendre quelque chose qu'on aime, donc du côté des Finlandais. Fait que ça, j'ai trouvé ça le fun parce qu'ils n'étaient pas diabolisés. Les Finlandais n'étaient pas non plus élevés sur un piédestal, dans le sens où il y a quand même des dirigeants dans l'armée finlandaise, dont un qui est affreux, là, il l'appelle l'horreur, donc parce qu'il gueule après tout le monde, il a un problème d'alcool, bref, il met en danger ses troupes et tout. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voyait qu'il y avait ça un peu des deux côtés. On a quand même on suit beaucoup plus l'armée finlandaise. Puis on suit vraiment bien les personnages, puis ça met beaucoup de l'avant le côté ben, ça arrive dedans, là, mais le côté, tu sais, dans le fond, ces gens-là vont s'être battus, puis oui, peu importe l'issue de la guerre, peut-être qu'il va y avoir eu des gagnants puis des perdants, mais tous les gens impliqués vont rester marqués, en fait, à vie. C'est pas tout le monde qui va vouloir en reparler, c'est pas tout le monde qui va être à l'aise de poursuivre. Il y a des vies qui vont être fauchées, énormément de vies qui sont fauchées des deux côtés, alors que techniquement, tout ça est une espèce de bataille d'ego de la part de la Russie, puis une incapacité à faire un dialogue qui a de l'allure comme condition pour qu'il y ait une discussion entre la Russie et la Finlande plutôt qu'une opposition comme ça. Donc ça, j'ai trouvé ça très touchant. C'est écrit avec beaucoup de justesse. C'est écrit de façon assez sobre. Comme je vous disais, quand je dis factuel, c'est plus de façon assez sobre. Malgré tout, il y a quand même une certaine poésie dans certaines descriptions, certaines tournures de phrases. On ressent un peu la sensibilité potentiellement d'un narrateur omniscient, mais ça reste très maîtrisé. Donc, autant on s'en va pas non plus dans des envolées lyriques où on magnifie pas des situations qui sont en fait terribles, mais non plus on rend pas plus affreuses des situations qui sont déjà affreuses par le fait même juste de ce qui se passe comme action. Oui, des fois, il y a des descriptions qui ne sont pas évidentes, mais on ne s'appesantit pas non plus trop. C'est vraiment comme... C'est un peu comme une fiction-reportage, je dirais. Un genre de biopic un peu là, de ce moment-là. Donc, ça serait sans doute un film. Si c'était un film, ça serait un biopic. Là. Donc, comme je vous dis, c'est vraiment basé sur des faits réels. Puis, oui, comme je vous dis, il y a de l'humain. Il y a des liens qui sont sans doute imaginaires parce que c'est pas nécessairement sur lesquels, ça sur quoi il y aurait nécessairement eu des données entre les différentes personnes finlandaises, entre les différents soldats, puis les gens qui sont là pour soigner et tout ça, puis certaines relations et tout. Puis oui, on s'y accroche, mais c'est juste à peine évoqué, juste assez pour qu'on se dise que ça humanise les gens qui sont là, puis qu'on se dise qu'on veut savoir qu'est-ce qui va se passer, puis qu'on veut... donc, c'est pour ça, c'est sûr que c'est la partie, comme je dis, finlandaise qui est la plus humanisée. Donc, on a moins tendance à vouloir savoir qu'est-ce qui va se passer avec l'armée russe. Ça, c'est un parti pris de l'auteur. Mais, comme je dis, au moins, il y a une distinction qui est faite entre les soldats russes, mettons, et le peuple russe et les dirigeants russes. Donc, tu sais, c'est ça que je trouve ça vraiment intéressant, c'est quand même assez nuancé. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je vous le recommande si vous voulez découvrir ce pan d'histoire-là. Très bien écrit, ça se lit très bien. Moi, je l'ai écouté en audio, le narrateur en audio est excellent, parfait. Il me donne beaucoup d'émotions en même temps. Il n'est pas non plus dans le dégoulinant de genre quelque chose d'aventureux puis film de guerre. Il n'est pas là-dedans du tout, là, quand même, mais il n'est pas dans la neutralité où on ne se sent pas nécessairement impliqué. Puis, ça m'a quand même fait penser, ça m'a évoqué, écoutez, il n'y a aucune similitude de contexte, mais ça m'a un peu fait penser à un roman qui a été publié chez un éditeur québécois il y a 2-3 ans. 2-3 ans ou 3-4 ans, je me souviens plus, et qui s'appelle Les Montagnes Noires d'Astrid Abrahamian. C'est publié chez Poète de Brousse dans la collection Prose. Et c'est un roman qui va mettre de l'avant un genre, encore une fois, un espèce de carnet de guerre aussi, d'un affrontement qui va se passer entre, je vais me mélanger, mais il me semble que ça implique l'Azerbaïdjan, en tout cas, c'est encore un principe puis c'est l'Arménie, il me semble bien, ou le peuple arménien qui habite sur des terres qui sont connexes à l'Azerbaïdjan, puis qui en fait le pays sur lequel il va vouloir récupérer ces terres-là, alors qu'ils sont habités par un peuple, le peuple arménien, qui
les habite depuis toujours, puis pour qui c'est sa culture. Puis il va y avoir cette espèce de rébellion-là, puis cette espèce de guerre-là. C'est pas du tout pareil comme façon d'approcher ça. On est beaucoup plus dans l'intériorité, puis on a plus l'impression que c'est personnalisé. Mais il y a quelque chose qui m'a un peu rappelé ça. Donc, sans que ce soit similaire, je vous dirais, si vous avez envie justement de découvrir un autre pan de l'histoire avec un grand H qui a été potentiellement tué ou qui est méconnu, je vous suggère ça dans un tout autre ordre d'idée. Mais on est quand même encore une fois dans vouloir récupérer des territoires de façon illégale, la conséquence sur les humains, comment la guerre peut changer les autres, comment ça peut changer notre relation à la famille et tout ça. Donc, je vous le répète, donc les montagnes noires d'Astrid Abrahamian chez Poète de Beauce. Alors, sur ces bonnes paroles, même si on est très tôt dans la semaine, comme j'ai fait un long segment sur l'ouvrage sur les Premières Nations, je pense que je vais terminer le vlog ici pour pas que ce soit interminable pour vous. J'espère que ça vous a plu. C'est des lectures assez prenantes, mais dans un sens un peu plus qui suscite la réflexion, qui bouscule un peu les repères. Donc, j'espère que ça vous a inspiré, ça vous a donné envie d'en lire. Si jamais vous avez des suggestions complémentaires, n'hésitez pas à les proposer. Non, n'est-ce pas? Vous pouvez les mettre ça en commentaire sans problème. Et puis, ben, j'espère que d'ici à ce qu'on se revoit, vous allez avoir eu des superbes lectures, comme d'habitude. Puis, ben, nous, on se dit à la prochaine!